conduit brillamment par notre ami Robert Blum juste dans la station. Donc, moralité, la légende, Johnny pas au rendez-vous avec les journalistes, c'est faux, archi faux. Bon, excusez-moi, mais bon, c'est vrai. Non, mais d'abord, c'est pas vrai, parce que je suis toujours à l'heure. Mais il faut m'excuser parce que je peux pas rester très longtemps. Je m'en vais d'ailleurs dans 2 secondes. C'était la surprise que je voulais faire. Je m'en vais en seconde parce que j'ai rendez-vous avec Bernard Grobet au Griffins à Genève. Donc, très content d'être là. Au revoir. Merci. À côté, Johnny est là pour Terminus. Film signé Pierre William Glenn. Il m'a troublé, du coup je bafouille, moi ça c'est pas des quoi faire ça. Bon, et alors à côté Isabelle Nanty, vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais vous n'allez pas tarder de la connaître beaucoup parce qu'elle a un talent fabuleux. C'est l'une des interprètes principales du film de Francis Huster. On a volé Charlie Spencer. Vous avez remarqué les yeux bleus qu'elle a? Oui, elle a des yeux bleus. Oui. Oh là là. C'est une agression à l'armée. Francis, réalisateur de On a volé Charlie Spencer, auteur, tout, quoi. Hein, auteur, compositeur. Ouais. Compositeur. Qui est un formidable délire sur le cinéma, on en parlera tout à l'heure. La dernière fois qu'on s'est vu, Johnny, à part une entrevue brève à Cannes au moment de détective dans une cohue indescriptible, on ne compte plus les fois, on se rencontre maintenant. C'était dans un pays. Nous étions en prison, et il y a bien des années, quand vous aviez accepté de venir. On n'était pas en prison du mauvais côté, on était en prison du bon côté. Récital devant les détenus. Je dois quand même dire une chose, c'est que moi, ça faisait des années que j'avais envie de chanter dans une prison pour les détenus ou pour les mômes, les délinquants. Et puis en France, on me l'a toujours refusé. Et puis la première fois que ça s'est passé, c'était en Suisse. Oui, on l'a fait. Beau souvenir. Et puis grâce à la Suisse, j'ai pu le faire ensuite en France. Eh bien, tant mieux. En tous les cas, c'est un très grand moment de télévision et humainement aussi dans cette salle. Alors, Terminus. On ne va pas reprendre les filmos anciennes parce qu'on vous prête un tas de films. Vous avez fait des apparitions amicales. Oui, j'ai fait des apparitions pour Le Louche, pour Zidi, mais c'était vraiment comme tu dis, des apparitions amicales. C'était vraiment. Vous n'avez jamais rencontré Huster chez Le Louche, là? Non, vous n'êtes jamais croisé chez Le Louche? Non, mais ça fait quelques années que je connais Francis. J'ai une énorme admiration pour Francis. Je l'ai vu sur scène dans le CID et. On va le voir tout de suite d'ailleurs dans le site, on va montrer quand même cette... Ah bah non, la caméra n'est pas là, c'était pas prévu à ce moment-là, si elle arrive... Et si un jour je fais du théâtre, voilà Huster dans le site. Avec une cuirasse de combien de kilos, Francis, là? Encore plus. Encore plus? Encore plus. Ouais. Un superbe Huster dans le site, 1 an de représentation au Théâtre Antoine. Bon, on peut quand même vous parler de Terminus. On peut parler de Terminus. Vous pouvez me parler de ce que vous voulez. En fait, on prend l'année... On se tutoie, on se mouvoie, parce que je sais plus. Dans la vie, on se tutoie. Oui, on se tutoie. Bon, alors on y va. Alors, on va prendre la carrière cinématographique Johnny Hallyday depuis Godard. Hein? Ah, depuis Godard, d'accord. Ça va, hein? Okay, bon, on va pas remonter. Alors, depuis Godard, c'est détective. Enchaînement ensuite avec Costa Gavras, conseil de famille. Et Terminus avec Pierre William Glenn, qui est l'un des très très grands chefs photo du cinéma. Chef-op français. Chef-op français qui faisait là son film. Bon. Alors, résumé Terminus. Tu le fais, je le fais? Vas-y. Bon. Terminus, c'est un jeu. On gagne 5 millions de francs. On gagne à être connu. On gagne à être connu. 5 millions de francs français. Bon. Et en quoi ça consiste? Eh bien, il faut arriver justement en un lieu précis. Seulement, pour arriver à ce lieu, il y a plein de gens méchants qui vous empêchent d'y arriver. Il y a des camions gris. C'est comme un western. C'est comme un western moderne. Il y a des bons. Il y a beaucoup de méchants. Et puis, il y a un camion, il y a un ordinateur, il y a... une jolie petite fille. Il y a une jolie petite fille, il y a une très belle femme qui est Karen Allen, et puis il y a Terminus, qui est l'endroit qu'on doit rejoindre. Voilà, et puis il y a un héros, qui est un type amoché, qui est manchot, qui a été très maltraité par les militaires, qui boit beaucoup. Comment je bois beaucoup? Non, mais dans le film. Dans le film. Ah bon, dans le film. Oui. Qui boit beaucoup et qui tout à coup se dit, la jeune fille, enfin on suppose qu'elle meurt, celle qui faisait le concours, le jeu, et il prend sa place, il rentre dans ce camion, qui est une vraie merveille. Hein. Et il y a un ordinateur qui s'appelle... Monstre, ouais. Et qui alors dirige pratiquement tout. Enfin, qui déjoue pratiquement tous les pièges, mais pas tous. C'est-à-dire que Monstre, qui est le camion, est un ordinateur qui a été conçu par un enfant,
qui s'appelle Mati dans l'histoire, et qui lui-même, Mati, est une création d'un docteur. Et il a changé un petit peu le cerveau de l'ordinateur en lui donnant des sentiments humains, ce qui fait que ça emmène le pilote dans des situations invraisemblables. Et bon, on va pas dire la fin. Exemple, quand le pilote, donc qui est moi ou Karen Allen au début, s'engueule en quelque sorte avec Monstre. Monstre se fâche et puis se met en panne, par exemple. Ce qui fait que ça l'amène dans des situations abominables. Bien, et monte à bord donc du camion. Francis Huster, quand on a une présence à l'écran et qu'on parle juste, on peut mettre sur son passeport profession acteur, non? Oui, c'est déjà une qualité extraordinaire d'avoir une présence. C'est d'ailleurs les grands acteurs hollywoodiens qui ont été les premiers à imposer une présence. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, dans le cinéma hollywoodien, on a essayé d'imposer toujours d'ailleurs au même acteur la même présence. C'est-à-dire que par exemple, le public allait voir l'acteur dans un nouveau film, mais à chaque fois il voulait retrouver l'acteur avec le même style de coiffure, la même tronche, le même costume. Et c'est comme ça qu'il y a d'ailleurs des acteurs américains qui toute leur vie n'ont joué que le même rôle. Alors moi je trouve qu'il a une présence formidable. Je ne sais pas quel est votre avis, vous n'avez pas vu le film, vous avez vu une séquence? Non, mais d'abord j'ai trouvé l'extrait très bien, ça donne envie d'aller voir le film. Et puis Johnny Hallyday, il a une âme, il a un regard, il a quelque chose de très chaleureux. Et c'est un vrai héros. Et il y a une telle sympathie du public pour lui que je crois que même les gens de théâtre seraient très heureux de l'avoir sur scène. On a des projets de théâtre. On va en parler après. C'est moi, parce que Francis veut que je laisse tomber la chanson. Tout à l'heure, il m'a dit ne chante plus. Bon. Alors, je trouve que ce qui serait... Et puis peut-être, pourquoi pas. Moi, je rêverais de jouer au théâtre. D'abord parce que j'ai vu Francis et que je trouve absolument formidable dans le Cid. Ben, il n'a pas fait que le Cid, heureusement pour lui. Mais je le trouve formidable. Pourquoi pas un jour, une pièce de théâtre montée par lui, pour moi, avec lui comme metteur en scène. Ça serait bien. Mais c'est un scoop, ça, c'est bien, ça, ce que vous m'annoncez. Bah, bien. On en a parlé au dîner. Mais enfin, au dîner, personne n'était là pour l'entendre. Non, mais je le dis. Mais c'est bien. On va revenir d'ailleurs sur ce point. C'est pas un rôle facile, Terminus, pour Johnny, parce qu'il n'y a pas de grande scène de bravoure. C'est tout en demi-teinte. C'est-à-dire que c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour moi, pour une seule raison, c'est que je ne joue jamais avec quelqu'un. C'est-à-dire que, pour ainsi dire, toutes les scènes que j'ai, importantes pour moi, en tant qu'acteur, ça se passe avec un ordinateur qui est la bouche, qu'on vient de voir, et la bouche, quand je l'ai... Pas la mouche. La bouche. On a quitté la bouche de l'ordinateur, quand j'ai tourné avec elle, n'existait pas quand j'ai tourné. C'est-à-dire que je devais imaginer la bouche, mais elle n'existait pas. Ce qui fait que j'ai joué, pour ainsi dire, tout le temps dans le vide. Et ensuite, la bouche a été rajoutée ensuite au montage, puisque c'est un film avec des effets spéciaux. Et comme dans tous les films d'effets spéciaux, beaucoup de cascades. Oui, il y a des cascades. Ben, c'est un film d'aventure. Donc, comme tous les films d'aventure, c'est un film avec des effets spéciaux. Voilà. Bon, alors... C'est pas un film d'acteur, vraiment. Alors, quand on est acteur, ce qu'on a envie de faire, c'est de se prouver qu'on est acteur. C'est normal. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, est-ce que vous vous êtes prouvé que vous étiez acteur, le premier grand déclic chez Godard? Ça a été important, Godard. Oh, mais Godard, pour moi, c'est un être merveilleux. Mon meilleur souvenir de cinéma, c'est avec Godard, de toute façon. Et pourtant, il a la réputation de ne pas aimer les acteurs. C'est curieux. Et pourtant, je vous garantis que quand il aime les acteurs, et quand on est acteur, qu'est-ce qu'on se sent aimer? Oui, c'est formidable. Quand vous avez fait ce passage au cinéma, je parle des 3 derniers, moi je me suis posé une question. Voilà, je dis voilà un homme qui est une bête de scène, qui a un contact inouï avec le public, avec des salles de milliers de personnes. Comment va-t-il ressentir quelque part la solitude de l'acteur sur un film? C'est-à-dire,
tourner, c'est attendre, hein, vous êtes tous d'accord, c'est la patience. Comment va-t-il se mettre dans ce moule qui est vraiment très lent, attendre, et d'être coupé justement de ces réacteurs formidables qui vous portent que sont le public? C'est différent parce que quand on tourne dans un film, c'est vrai qu'il y a une espèce de solitude d'acteur, mais il y a beaucoup d'attentes parce que c'est vrai que l'acteur est un petit peu au service de la lumière, des techniciens, des metteurs en scène, mais je pense qu'on fait plein de choses pendant un film. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses dans le sens qu'on attend, et puis on fait semblant de se concentrer, et puis finalement on se déconcentre. Mais on se déconcentre pour être, de toute façon, jamais vraiment, parce on doit toujours être prêt à tourner. Et il y a une très belle phrase, vous avez dit, au début, quand j'arrivais sur le tournage, j'avais le tracas dans la tête. Autrement dit, on peut dire l'angoisse, là. Oui, passé, on l'a toujours. Vous savez, moi, je veux toujours bien faire. Et malheureusement, on veut toujours bien faire en se disant, il faut que je sois bien. Et puis les gens attendent de moi, parce que moi, je ne suis pas un acteur reconnu. Je commence, en quelque sorte. Et on se dit, bon, alors, comment va-t-il passer le cap du chanteur? On va en revenir à ça après. Le cap du chanteur à l'acteur. Alors, va-t-il passer le cap? Est-il à l'aise? C'est vrai que mon premier film, j'étais pas vraiment à l'aise parce que j'avais des problèmes d'être bien, de vouloir trop bien faire, et puis que maintenant je m'en fous un peu. Parce que maintenant, je ne dis pas que je suis un acteur accompli, mais maintenant je m'en fous un peu dans le sens que je pense plus au rôle que j'interprète plutôt qu'à moi, Johnny Hallyday, bien. Francis, ça vous inspire quoi, là, tout ça? Ça m'inspire une réflexion. C'est que, comme là, j'ai eu la chance de passer de l'autre côté de la barrière et d'endosser la casquette du réalisateur, j'ai compris une chose, c'est que quand un metteur en scène engage un comédien, il devrait lui dire qu'il y a 3 rôles, en fait, à interpréter. Je m'explique. Il y a d'abord le comédien qui arrive. C'est le rôle qu'est la personne dans la vie. C'est-à-dire, par exemple, Johnny Hallyday dans la vie, c'est Johnny Hallyday tel qu'on ne le connaît pas. Pas Johnny Hallyday chantant, mais lui, l'être humain. Donc c'est déjà un premier rôle. À partir de là, le metteur en scène doit donner un scénario et faire comprendre à l'acteur qu'il doit interpréter le personnage du script. Et puis il y a un 3e personnage qui est le définitif, qui est celui une fois que le film est coupé ou est monté. Oui. C'est comme si par exemple dans votre vie, si on voulait raconter votre vie à vous, on ne prenait que les moments de votre vie qui semblent les plus intéressants, mais quelqu'un d'autre peut raconter votre vie avec d'autres moments. Et c'est comme ça qu'il arrive souvent que des acteurs tournent un film et qu'à l'arrivée, le personnage, à cause du montage, à cause de la préparation finale du film, soit tout à fait autre que ce qu'il pensait au départ. C'est vrai, de toute façon, quand on est acteur et qu'on lit un scénario au départ, on lit un scénario, on lit un rôle, donc on y repense ensuite, personnellement, on l'interprète de la façon qu'on l'a reçu, oui. Et ensuite le metteur en scène le filme déjà, et puis ensuite le monte, et puis entre le moment où on l'a lu, le moment où on l'a interprété, le moment où il a été monté, c'est un 3e film. Bien sûr. Est-ce que vous supportez de vous voir à l'écran? Non. Toujours pas? Mais je me supporte pas tout court. Oui. Non, mais c'est vrai, même quand je fais un disque, moi j'écoute jamais mes disques. J'ai fait un disque, d'abord j'y passe beaucoup de temps. Quand je fais un disque, j'y passe en général... si le disque dure 2 mois, je passe 2 mois en studio, du moment où les musiciens commencent à enregistrer, où moi je mets ma voix, ensuite il y a le mixage, ensuite, et puis moi quand j'ai fini le disque, je fais la promotion, et puis ensuite quand la promotion est terminée, je n'écoute plus le disque. Mais je pense que c'est pareil pour les acteurs. Francis, vous avez aussi ce problème, vous, de vous voir sur l'écran? Il y a beaucoup d'acteurs. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne me reconnais pas. J'ai jamais la même façon de parler. Notamment dans Charlie Spencer. Ah ouais, je ne me reconnais pas. Non, mais le plus important... C'est vrai, quand on se voit dans une glace, on se voit d'une certaine façon. Quand on se voit sur un écran, on ne se voit pas de la même façon. Je ne sais pas. Ouais. Mais le plus important, c'est le 4e personnage, c'est-à-dire celui que le public voit. Il y a des acteurs qui
qui n'ont jamais conscience pendant toute leur vie de la façon dont ils sont reçus du public. Par exemple, il y a un type qui vit avec sa femme pendant 20 ans, et si elle lui disait au bout de 20 ans, tu sais quel type tu es, il serait certainement très étonné. Et c'est ce qui se passe un peu. Quelquefois, ça serait intéressant que le public dise vraiment, révèle vraiment aux acteurs ce qu'ils ont comme image d'eux-mêmes. Ce qui est important, je crois, c'est que quand on interprète un rôle en tant que comédien, c'est de s'imaginer le personnage qu'on doit interpréter et qu'on doit vivre. Et puis une fois qu'on a vécu ce personnage, c'est de ne plus se voir en tant que telle personne dans la vie, mais pour moi, la réussite d'un personnage, c'est de se voir à l'écran tel qu'on n'est pas mais tel qu'on n'est pas dans la vie, oui. Mais de ce qu'on aurait, si on le réussit, de ce qu'on a pu essayer de faire représenter à l'écran. Question à Francis Huster et à Isabelle Nanty, qui ne dit rien mais qui ne fait rien pour attendre. J'en pense pas moins. Isabelle a été élève de Francis Huster au cours Florent. On va revenir sur cette période. Est-ce que, quand on a fait des années de scène, comme a fait Johnny, est-ce que de prendre des cours d'art dramatique, c'est vraiment nécessaire, à votre avis? C'est pas la meilleure école? Silence. La question est à qui? Elle est à tous les deux, vous passez la balle. Moi, je crois que c'est pas nécessaire de prendre des cours d'art dramatique quand on a fait 20 ans de scène. Non, je crois que ce qui est important de faire, de travailler, c'est de travailler. Et alors, il y a des acteurs qui ont la chance d'être engagés et de travailler, donc ils travaillent obligatoirement en jouant. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas la chance de pouvoir travailler et qui, pour pouvoir s'améliorer, ont besoin de travailler, c'est-à-dire, donc, pas de prendre des cours, mais de travailler sur une scène. Ouais. Travailler sur une scène avec d'autres élèves, avec d'autres acteurs. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de travailler continuellement. De travailler. Francis, vous n'avez pas répondu. Je pense que les cours, c'est très important, surtout pour convaincre sa famille, quand on a 15 ans ou 18 ans, qu'on peut faire ce métier, parce que la plupart des parents sont affolés quand leurs enfants leur disent « je veux faire du théâtre » ou « je veux faire du cinéma ». On s'imagine que pour les filles, ça se résume à montrer ses fesses, puisque tous les films... vous savez que si Florent vous écoutait, il serait très content, là. Et sinon, on s'imagine que pour les hommes, c'est rouler les mécaniques. Or, c'est un métier qui est passionnant. Comme, par exemple, je sais que pendant des années, il y a beaucoup de gens qui ont été contre l'alpinisme, en disant que c'était dangereux, en disant qu'on pouvait se tuer, comme on vient encore de le montrer dans le film de Zillman. Et en fait, c'est une passion, c'est une folie aussi extraordinaire. Oui, ça a dû nécessiter quelques petits entraînements avant dans quelques petites salles, non? Ça n'en finissait plus. La motivation profonde, je pense, de ce virage. D'ailleurs, en Europe, en France, ça paraît très extraordinaire, alors qu'aux États-Unis, c'est très courant. Les carrières parallèles, chansons et cinéma, on ne va pas citer Sinatra, Dean Martin, etc. En France, les exemples sont beaucoup plus rares. Il y a l'exemple Montand, avec un mauvais départ, les portes de la nuit, puis après, ça s'est bien arrangé pour devenir ce qu'est Montand aujourd'hui, ce qui n'empêche pas qu'on oublie de le nommer au César, ce que je trouve complètement scandaleux pour Manon Dessources. Et puis, il y a Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, mais ça s'est arrêté, semble-t-il. Il y a Sardou, là, qui essaye, qui vient de terminer un film qui s'appelle Cross. Il y a une espèce, quand même, de cloisonnement, Francis, Johnny, dans le monde français du spectacle. Tout le monde l'attend au tournant, tout le monde l'attendait au tournant, vous êtes d'accord? Alors que ça devrait paraître dans l'ordre des choses. Ou si un jour vous chantez, vous allez chanter, Francis? Ouais. Ah ouais? Je crois que dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai toujours adoré la comédie. Au départ, je voulais être comédien, je suis devenu chanteur. Mais il s'est trouvé que j'étais chanteur avant d'être comédien. Et puis, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Je crois qu'il ne faut pas se cloisonner à des choses. Mais le système, Johnny, vous cloisonne quand même, Francis, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que maintenant, avec tous les clips, les chanteurs sont tous des acteurs. On voit à longueur de temps, toute la journée, des clips de tous les plus grands chanteurs américains, anglais, et ils sont obligés d'être acteurs. Alors c'est fini, il n'y a plus de séparation. Vous avez chanté, vous, alors, Francis? Oui, bien sûr. J'ai même chanté à la Comédie Française une pièce de Labiche, où il y avait des sacrées chansons mises en scène par Jean-Laurent Cochet. Puis il y a eu le film avec Jacques Demy, par Au passage, vous y avez fait 10 ans à la Comédie Française. 10 ans à la Comédie Française. Tous les grands rôles du répertoire, Don Juan, Lorenzaccio, etc. Ouais. Oui. De toute façon, de plus en plus, les acteurs doivent être chanteurs et les chanteurs doivent être acteurs. Oui, il faut le faire savoir. Dans notre métier, autrement, on ne fait plus ce métier. Alors, la grande motivation, c'était quand même l'envie d'être quelqu'un d'autre. Parce que les rendez-vous annuels ou tous les 2 ans, à Bercy ou ailleurs, à un moment donné, vous êtes peut-être dit, bon, ok, très bien, mais si on faisait autre chose, non? J'ai envie de créer des choses. C'est-à-dire que, dans la chanson,
On attend de moi que je sois moi-même. D'être acteur, ça me permet de faire plus, de faire des choses que je n'ai pas encore faites. Ça me permet de créer. Moi, j'ai envie de créer des choses. Et d'être quelqu'un d'autre. Et d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est excitant, ça, non? Mais bien sûr que c'est excitant. C'est la motivation de mon métier. J'ai envie de faire plein de choses que je n'ai pas encore faites. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, que je sois d'être chanteur, on me demande d'être Johnny Hallyday, je vais sur une scène, je chante les chansons, je suis ce qu'on attend de moi, je ne peux pas vraiment créer. En dehors des nouveaux spectacles que je peux faire. Mais d'être un tel ou d'être un tel ou d'être un tel dans un film ou même dans une pièce de théâtre, ça me permet de créer quelque chose d'autre. C'est passionnant. Mais ça va très loin quand même ce passage, parce que quelque part, vous avez changé de famille. Vous savez, c'est pas la même famille. Oui, mais vous savez, moi, je ne fais pas ce métier pour être milliardaire. Si j'étais milliardaire, ça se saurait. Hein. Le fisc aussi. Oui, non, et puis je fais ce métier, je ne compte pas. Moi, d'abord, je suis producteur de mes spectacles. Je gagnerais certainement plus d'argent si on me payait pour faire des spectacles et puis que je faisais mes spectacles en tant que chanteur payé. Il est certain que je prends des risques quand je fais un spectacle parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'ai envie... Pourquoi je suis mon propre producteur? Pour une seule raison. Pas pour gagner plus d'argent, parce que j'en gagne moins. Mais uniquement parce que je n'ai pas à me restreindre dans un budget et je peux faire les spectacles que j'ai envie de faire. Donc, je suis mon propre producteur pour pouvoir créer les spectacles que j'ai envie de faire. C'est un petit peu comme Francis quand il fait du théâtre. Maintenant, au cinéma, j'en suis pas là. Au cinéma, on m'engage pour faire des rôles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des choses, c'est de ne pas faire toujours la même chose. Maintenant que vous êtes dans la famille cinématographique, quelle est la différence entre la famille cinématographique? Je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Je n'ai pas de famille. Je ne suis pas vraiment dans le show business, je ne suis pas vraiment encore dans le cinéma, et je ne suis pas encore dans le théâtre. Je l'espère l'être un jour. Vous les regardez différemment, la famille du showbiz, maintenant? Franchement. Oui, parce que je travaille tout seul. Je travaille tout seul. Je travaille tout seul dans le sens où j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de faire des choses que je n'ai pas... Surtout, j'ai envie de faire des choses que je n'ai pas encore faites. Alors, il y a déjà la perche tendue avec le théâtre Paruster. Vous allez aller aux répétitions. Un jour, on va faire quelque chose ensemble. Vous allez aller aux répétitions de Francis, qui répète en ce moment Richard III. Qu'est-ce qu'il y a dans votre poche, là? Il me semble que votre smoking est un peu bombé. Ah, dans ma poche, c'est tout le texte. Il y a tout le texte ça de va Shakespeare, peut-être décourager Johnny de faire ouais, alors faites-moi ça à la caméra. Voilà, tout ça. Est-ce qu'on l'a vu, ça? C'est que le rôle de Richard. Alors, il y a tout ça. Comment il fait pour retenir il y a 50 acteurs, donc il y a 50 fois ça. Mais, et vous emmenez ça partout? Oui, parce que je suis obligé, c'est un nombre d'heures calculé pour que ça rentre dans la tête, puis pour se remettre en question à chaque fois. Mais ce que je voulais dire sur ce que disait Johnny, c'est qu'en fait, le personnage le plus important, c'est celui qui n'est pas assis ici sur le canapé, c'est celui qui va voir un film s'il a envie d'aller le voir, c'est celui qui va à un spectacle de théâtre ou de chansons, c'est le public. Et ce qui compte le plus, c'est le rapport avec ce public. Il ne faut pas que Johnny tourne le dos à tout un public qui l'attend, qui l'admire et qui l'aime dans la musique. Et de la même façon... Attendez, attendez, laissez-moi... je fais ma descente du slalom géant, là. Oui. Je passe entre les portes. Je veux dire qu'en fait, je crois que c'est une question surtout de passage d'âge. Peut-être que quand Johnny aura 50 ans, tout d'un coup, il considérera pendant 2-3 ans qu'il doit revenir à la chanson. C'est un peu des pulsions, c'est comme dans la vie, on ne voit pas toujours les mêmes personnes. Mais vous lui disiez à table ce soir, quand nous dînions ensemble, vous lui disiez, tu ne devrais pas revenir à Bercy le 15 septembre, tu devrais arrêter la chanson. Je trouve qu'il n'a pas parlé de Bercy. Non, pas de Bercy, non, Bercy c'est très bien, mais ce que je dis, c'est que je trouve qu'il ne faut pas qu'il ait l'étiquette que c'est un chanteur qui fait du cinéma. Je veux dire, ou bien on fait pendant un certain temps de la chanson, puis tout d'un coup pendant un certain temps du cinéma, et puis tout d'un coup, c'est comme si par exemple Bernard Hinault faisait de la boxe tout d'un coup, ou si par exemple Platini faisait du rugby. Et ce sont simplement des rapports qu'on a avec le public. En ce moment, il a envie d'être
certainement dans le cinéma parce il ressent en lui une passion. Et à la fois d'ailleurs une passion pour ce qu'est le cinéma, qui le fait rêver, et à la fois une passion pour le métier. C'est ça certainement qu'il a dû découvrir dans les tournages. Non, c'est pas facile quand même, hein, ce passage. Il y a des choix, quoi. Hein. Oui. Ben, mon choix, il est fait. Ah, alors ben, moi, j'ai décidé de complètement jouer mon rôle d'acteur. Très bien. Ben, ça va faire quelques malheureux qui vont l'attendre dans les salles. Ah non, non, mais non, j'ai pas dit que j'allais arrêter de chanter. Oui, d'accord. Je fais Bercy en mois de septembre. Le 15 septembre, après une tournée. Et puis après une tournée, et je passerai certainement à Genève. Oui, à la patinoire. À la patinoire. Vous avez des très bons souvenirs. J'ai d'excellents souvenirs. Oui. De toute façon, j'adore Genève, j'adore la Suisse. D'abord parce qu'il y a un très bon public, et puis parce que bon. Je dis pas ça parce qu'on est là ce soir. Hein. Bien, alors, au théâtre, dans quoi, Francis les débuts au théâtre de Johnny? Ouais, je sais pas, peut-être certainement dans une pièce très moderne. De toute façon, si je fais Mais ça le panique hein, de voir tout le texte dans votre poche. Ben non, pas du tout. Non, je sais pas, façon, peut-être il jouera le rôle d'un bourreau muet, c'est-à-dire avec une cagoule noire et rien à dire. Non. C'est pas aujourd'hui, c'est que Non. De toute façon, si je fais du théâtre, j'aimerais commencer avec Francis. Bon, ben c'est noté, on suivra ce rendez-vous. Alors, Francis. Moi, je suis persuadé que, justement, si Johnny était acteur anglais, il aurait déjà certainement travaillé dans du Shakespeare. Je peux poser une question, moi, Johnny? Oui. Justement, allier les deux, faire une comédie musicale. Alors, j'ai horreur des comédies musicales. Puis en France, ça marche très bien, comme chacun sait. Non, c'est pas pour ça. C'est que j'aime pas ça. Ouais. Même à Broadway? Non, ou je joue, ou je chante, mais je veux pas faire les deux. Ouais. Enfin, les deux mélangés. Alors, on va continuer. Tiens, le camarade de Francis Huster qui a son texte dans sa poche, qui doit savoir pour mercredi quand même, hein, au passage. Hein. Ouais. Ça sera su? Tout ça? Oui. Ouais. Oh là là, l'enfer. Tu en connais un petit bout, quoi. Alors Francis, il nous a étonnés souvent. D'abord, sa carrière nous étonne parce que si quelqu'un est hors des normes, hors du moule, oui, hein, c'est bien lui. On a le Cid dans le cœur depuis cette formidable interprétation au Théâtre Antoine. J'aimerais quand même, pour le plaisir, Tu sais que moi, j'ai été le voir dans le Cid. J'étais à la dernière. Ouais. Et ce que j'ai trouvé de formidable, c'est que je me suis retrouvé dans un concert de rock'n'roll. Enfin, dans la même ambiance. C'est-à-dire que moi, j'étais assis dans la salle. Il y avait des mômes. Il y avait 80% du public qui devait avoir entre 15 ans et 18 ans, 19 ans. Et il y en avait qui étaient assis sur le pied. Et moi, j'étais assis là. Et j'ai assisté au CID avec Francis sur scène. C'était comme un concert de rock'n'roll. C'est-à-dire que c'était silencieux. Et quand il apparaissait sur scène, c'était magique. Ouais. Et ça, c'était formidable. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de théâtre que j'ai. C'est un grand souvenir. Francis, je sais que les comédiens n'aiment pas le faire, mais vraiment, pour tous les gens qui n'ont pas pu le voir, le début des stances, un tout petit coup, allez. Le début des fameuses stances du Cid. Il va chanter alors. Non, vraiment, Francis, je vous demande. Je sais que c'est difficile. Alors on le fait en hommage à l'un des plus grands espoirs suisses du cinéma et du théâtre, qui s'appelle Jean-François Balmer, et qui est un comédien extraordinaire et avec qui j'ai eu la chance de travailler au conservatoire. Allons-y, les petites stances, là, un petit peu. Sous moi donc cette troupe s'avance et porte sur le front une malassurance. Nous partîmes 500 et par un prompt enfant nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les 2/3 aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui lors furent trouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience, autour de moi demeure, se couche contre terre et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit. Par mon commandement, la garde en fait de même et se tenant cachée, aide à mon stratagème. Bon, voilà. Enfin, bon. Ah oui, bravo. Merci. Alors, un film. C'est bien dit, en plus. Ah oui, il sait faire. On a volé Charlie Spencer. Charlie Spencer, rappelons-le, c'était le nom de Chaplin. Alors, On a volé Charlie Spencer, c'est tout d'abord un hymne d'amour, mais un hymne d'amour passionnel, passionné, au cinéma, avec des références toutes les 2 minutes. Ouais. Ouais, à peu près. J'en ai trouvé pas mal, mais pas toutes.
C'est délirant, c'est fou. On s'embarque pour le délire, car l'histoire est simple, mais vraiment très simple. C'est un type qui vit le quotidien, vous l'incarnez. Un quotidien pas marrant, il a une petite copine qui est blonde, bien sympa, qui est drôle, c'est Isabelle Nanty, qui lui révèle un jour qu'elle est enceinte. Alors il trouve que, ben, ma foi, la vie va trop vite, hein, il a peut-être d'autres idées. Et alors, pour échapper au quotidien, il se réfugie dans sa cinémathèque à lui, qui comprend les grands morceaux de bravoure, avec naturellement une star, qui est incarnée par Béatrice Dalle. Et il y a une très belle phrase, vous dites, « C'est sans doute le diable qui a inventé le cinéma pour nous faire croire que la mort n'existait pas. » Oui. C'est superbe, ça. Parce que quand on revoit justement tous les films français avec Gabin, Bourvil, Fernandel, De Funès, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils sont morts. C'est le seul art qui nous fait croire que tout d'un coup, là, dans la boîte, à 10h30, on entend leur voix, on les voit vivre, souffrir, pleurer et nous faire rire. Et c'est vraiment une invention du diable. Oui, alors on sent tout le plaisir que vous avez eu à faire ça. Je sais le nombre de difficultés, mais ça c'est inhérent à tout tournage. L'important c'est le produit final qui est sur l'écran. Moi j'ai eu un plaisir très vif et très très grand. Alors j'ai repéré là, il y a hommage à Lubitsch, il y a hommage à Marcel Carné, il y a la séquence de Hôtel que vous avez fait d'ailleurs en noir blanc. Oui. Il y a Capra, il y a Wells, il y a Hitchcock. Il y a Hitchcock. Bon, il y a Visconti, Fellini, enfin tous les cinéastes. Et chaque séquence est tournée justement à la manière de tous ces grands du cinéma. C'est un grand voyage dans votre cinémathèque du cœur, c'est-à-dire qui correspond à beaucoup d'ailleurs, on la même cinémathèque, hein, car il y a pratiquement tous les grands. Et puis il y a aussi justement cette balance entre les deux femmes, entre Isabelle qui représente la fille qu'on peut rencontrer dans la rue, qui pleure, qui souffre, et qui représente la vie, et puis cette idée, cette femme qui a inventé d'ailleurs le cinéma, parce que les Garbeau, les Monroe, les Bardot, ce sont des femmes qu'on ne rencontre pas dans notre vie de tous les jours. Donc il y a ce choix à faire entre cette femme idéale avec qui il veut s'envoler dans un film rêvé, et puis cette femme dans la vie avec qui il doit vivre. Alors, il est avec sa star. Alors, je vais interroger Isabelle Nanty. C'est que, d'après l'interview que j'ai lue des producteurs, c'est là où Huster est complètement hors des normes, c'est comme il y avait dans le film un personnage réel, il y a deux personnages superposés, il y a l'imaginaire qu'on vient de voir, et puis il y a le personnage réel, le jeu avec vous, les scènes avec vous. Et alors, vous veniez sur le plateau, puis vous repartiez selon les besoins, les deux comédiennes se superposaient, parce que c'était pas possible ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a rien que la vérité, toute la vérité, dites, je le jure. Non, moi j'ai tourné la dernière semaine Sur les 6 semaines, j'ai tourné la dernière semaine. Ouais. Je suis arrivée de vacances et je savais même pas que j'allais tourner dans ce film. Huster m'a dit tu tournes demain. Et il a fait exprès pour que j'ai pas le temps de préparer quelque chose comme une espèce de cabotinage de comédienne, que je sois le plus près possible de la vie, que je prémédite rien. Voilà. Vous êtes son élève, vous avez travaillé au cours Florent avec lui. Oui. Oui. Vous avez beaucoup souffert, Isabelle? Moi, je m'en vais. Vous avez beaucoup souffert, non? C'est pas facile, hein? Non. Non? On souffre pas du tout. C'est les plus belles années que je pense que pour tout le monde, pour tous les acteurs, c'est souvent comme ça. Quand je les vois, eux, ils parlent toujours de leurs années de conservatoire. C'est des années qu'on n'oublie jamais. Parce que c'est une émotion permanente pendant 2 ans. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ça se respire. Vous savez tout faire, vous savez chanter, danser des claquettes, vous parlez le russe, le norvégien. C'est Huster qui raconte ça. Oui, il raconte toujours beaucoup de choses. Parle norvégien. S'il parle norvégien, moi j'ai fait le site, tu peux parler norvégien. Elle va faire autre chose, elle va parler français, parce ce qu'il faut souligner dans ce film, c'est qu'il y a vraiment des dialogues superbes. Et Isabelle, votre diction étant meilleure que la mienne, et votre intonation sans doute, je vais vous demander de lire un bref extrait des dialogues du film. C'est d'ailleurs une scène que vous avez avec Francis. Malheureusement, on n'a pas l'extrait parce que vous n'étiez pas prévu au programme. On nous a annoncé très tardivement votre venue. Nous sommes hors de nos studios. Mais vous en faites pas, je trouverai bien le moyen de la passer, cette scène en robe de mariée. Si vous voulez nous donner un petit aperçu des dialogues. Tu l'as dit avec moi? Non. Bon, alors Huster me dit, tu t'appelles comment? Et je réponds... Mais fais-le avec Johnny. Johnny, tu veux faire avec moi? Oh, si tu veux.
Bah, je te donne la réplique, hein, je ne le joue pas. Ah, elle le connaît par cœur, la réplique. Oui, Moi, je la connais pas par cœur. Ah, ça démarre là. Bon, alors, tu t'appelles comment? Je m'appelle pas, je veux qu'on m'aime. Je vais t'appeler Suzette. Ça fait crêpe Tu les aimes à quoi? au sucre. Bah, sucre et Suzette, ça va bien ensemble. Pourquoi que je t'aime, je comprends pas. Pourquoi tu m'aimerais pas? Parce que je suis venue à ce mariage avec mon mec Yvan. C'est lequel ton mec? C'est celui qui va te casser la gueule. Il est boxeur? Non, il est jaloux. Il dit que je ressemble à un tableau de Renoir. T'aimes pas la T'aimes peinture? pas la peinture? Ah pardon, c'est pas mal. Ils sont pas mal, hein, sur Non, la télé. on n'entend pas le murmure Sur des la arbres télé quand le vent passe tous les dedans. deux. Ouais. Merci. C'est pas mal. C'est te faire comme ça quand on va travailler ensemble. Ah bon? Mais je me fais souffrir moi aussi, c'est très dur. C'est un peu comme les boxeurs. C'est-à-dire, c'est drôle, ce qui est étonnant, prenons par exemple les danseurs. On a toujours l'impression que les danseurs sont la grâce, que c'est facile, que c'est le don, que c'est le talent. C'est des centaines d'heures terribles de souffrance, de travail, pour justement arriver à faire croire que c'est facile. Ouais. Pareil pour les sportifs, Mais c'est très dur. On ne fait pas un métier facile. Alors, Isabelle, vous l'avez repérée tout de suite dans la classe, Francis? Oui, parce que... Elle est étonnante, hein, c'est extraordinaire dans le film, vraiment. Je dirais même qu'elle fait jeu égal avec Dalle, et quand je dis jeu égal, je suis gentil. Pour Béatrice, que j'aime beaucoup. Non, elle est C'est-à-dire que formidable. chacune a ses propres qualités. Oui. Béatrice, c'est la présence, cette espèce d'instinct animal. Et puis Isabelle, c'est une humanité, un déchirement. Elle a une qualité extraordinaire. Ils ont d'ailleurs tous les deux la même qualité, c'est le regard. Ils ont un regard qui est clair et qui peut avoir une force terrible tout d'un coup et une charge d'émotion formidable qui craque comme un nuage. Elle est dans Richard III? Oui, Ah. oui, elle joue le rôle d'un homme dans Richard III. Ça va, Isabelle? Alors, ça roule, ça marche? Bah, je suis très heureuse de jouer surtout dans Richard III. Et je joue le rôle du duc d'York qui se fait zigouiller par Richard. Au premier acte? Non, un peu plus tard? Assez vite quand même. Assez vite, hein. Ouais. Ah, C'est Shakespeare. mon seul regret, mais je suis très heureuse parce que ça va être un super spectacle. Et puis un super rôle pour Huster. Ouais. Mauvaise bronchite, Johnny, hein, attention. Mais moi j'ai attrapé froid à Boreaz. Ah ouais? Bah, il fait chaud aussi. Ah bah, tout à l'heure, Isabelle disait qu'elle faisait plus de ski parce qu'elle avait froid aux pieds, mais on lui a offert je sais pas combien de paires de chaussons depuis qu'elle est arrivée. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont proposé de m'équiper. Un petit peu d'eau pour Monsieur Hallyday, s'il vous plaît, pour que ça tout passe. Francis, cela dit, j'ai dit dialogue très brillant, mais c'est fou quand même. Quel dialogue désespéré, quelque part, surtout, sur cette société dans laquelle on vit, sur les choses de la vie. Je n'imaginais pas que vous soyez si pessimiste. Vous savez, il se passe tellement de choses en ce moment qui sont très dures à supporter. Il y a une espèce de peur générale qui s'installe et qui fait d'ailleurs que la saison cinématographique, comme la saison théâtrale, a été très dure. C'est vrai que pour l'instant, tous les gens qui essayent de distraire le public, soit par le comique, soit par des films, disons entre guillemets, artistiques ou un peu plus durs, bon ben, dans toutes les catégories, tout le monde est obligé de se serrer les coudes, ça va très mal, les gens ne sortent plus comme avant, et il faut absolument que le public, pour une fois, ait confiance et retourne vite au spectacle. Parce que sinon, ça va avoir des répercussions sur plusieurs années. Et peut-être que là, ça sera difficile de défendre le cinéma français, qui était déjà assez fragile. Et j'espère que les gens comprendront que, notamment aussi de la part des critiques professionnels, qu'il faut redonner au public l'envie de sortir de chez lui et de pas seulement regarder la télévision. Vous pensez que la critique porte une part de responsabilité? Pas du tout dans le sens de dire un film est bon ou un film est mauvais. Par exemple, ce film, comme le film de Johnny, il y a des critiques violemment pour, violemment contre. La critique est toujours partagée, heureusement, mais c'est simplement dans le sens de dire au public, voilà le style de film qui vous correspond à vous, public. Je trouve que la critique devrait bien aiguiller
le spectateur pour lui dire voilà le style de ce film, voilà le genre. Et puis en plus du genre, voilà mon opinion, je suis pour ou je suis contre. Mais en tout cas, il ne faut pas décourager les gens d'aller ni au théâtre, ni au cinéma, ni au musical, parce que sinon c'est toute la profession qui en pâtira. Bien sûr. Et quelque part, toute la joie de vivre aussi d'une société. Il y a aussi une chose quand même qu'il faut le dire, c'est qu'à une certaine époque, les gens sortaient, même moi quand j'allais au cinéma, je ne choisissais pas à l'époque vraiment le film que j'allais voir. J'avais des idoles, j'avais des acteurs favoris, je me disais, bon, je vais au cinéma, Paris, je traîne sur les Champs-Élysées, je rentre au cinéma, je vais voir un film. J'allais au cinéma pour aller au cinéma. Maintenant, il est exact que de toute façon, quand les gens font une sortie, les gens se disent, je sors et je vais voir tel film, ou je vais voir tel spectacle, ou je vais voir telle pièce de théâtre. Les gens ne se disent pas, je vais au cinéma. Ils se disent, je sors parce que je vais voir tel film. Ce qui a énormément changé avec avant, parce qu'avant, bon, les gens allaient au cinéma pour aller au cinéma, pour voir. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, tous les films marchaient plus ou moins. Il y avait des films qui marchaient mieux que d'autres, mais tous les films marchaient. Maintenant, il y a des films qui se tapent, il faut bien le dire, d'énormes bides, et pas les plus mauvais, même des bons films. C'est vrai. Et il y a des autres films qui font des entrées fulgurantes. Voilà. Francis Huster, vous êtes vraiment un saltimbanque, vous, au sens très général du terme. Bon, c'est vrai, est-ce que vous ne vivez pas sur un bateau, non? Il y avait une légende qui courait là-dessus. Vous n'aviez pas de domicile fixe. Ah oui, ça c'est vrai. Toujours pas? Non, toujours pas. Non, j'ai pas de domicile fixe. Et puis, c'est vrai aussi, par exemple, là, en ce moment, quelque part, quand même. là, je couche dans une loge au Théâtre du Rond-Point, chez Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, en bas des Champs-Élysées. Et je répète et je travaille là-bas et je vis vraiment, je t'assure. Chez moi, j'ai 3 chambres, il y en a une pour toi, quand tu veux. Et ça correspond à quelle nécessité de ne pas avoir un ancrage ferme pour vous? Oui, c'est-à-dire que j'ai malheureusement pas le temps d'avoir une vie de famille et je me donne complètement à chaque fois au rôle. Et pendant les 2 ou 3 mois de répétition ou de préparation de film, j'essaye de vivre un peu comme le personnage, j'essaye vraiment de m'emplir de quelque chose et d'être totalement à ce que je fais. Alors je ne me vois pas, si vous voulez, rentrer à telle heure, m'asseoir pour dîner, pour parler. Alors ma vie est un peu bizarre, bancale, mais c'est un métier tellement extraordinaire que quand on a la chance de le faire, on n'a pas le droit de ne pas se défoncer. Et il faut tout faire pour qu'un maximum de jeunes puissent faire ce métier. Parce que c'est vrai, regardez, il y a 6, 7, je ne sais plus combien de chaînes de télévision, et le public, il a besoin d'acteurs, il a besoin de gens qui font cette profession, il a besoin des techniciens qui sont là en face de nous. Donc il faut traiter les techniciens, les acteurs et tous ces gens qui distraient le public au moins 3 ou 4 heures ou 6 heures de télévision par jour à la hauteur d'autres professions. Ce sont vraiment des professions qui sont d'utilité publique, au même titre que les pharmaciens, les docteurs, les chirurgiens, les bouchers, les pâtissiers. Alors il faut maintenant que dans les familles, les parents acceptent que leurs enfants fassent ce métier. D'ailleurs, Johnny Kiffel, qui a été un des premiers, sinon la première idole des jeunes, il sait très bien que quand il a commencé, c'est une époque où les parents, ils cognaient leurs enfants si vous voulez faire ce métier. Et maintenant, ça fait très bien de faire de la chanson. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est formidable quand même, comme ça, de vivre. Alors des brosses à dents un peu de partout, des habits ici ou là, une loge au théâtre pour dormir, etc. Vous êtes rentré quand même dans ce métier comme on rentre en religion, il n'y a pas de doute. Ah oui? Complètement. Ah oui? C'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus admis qu'avant, aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, le métier de comédien, le métier de chanteur n'était pas considéré comme un métier. Voilà, exactement. Alors que maintenant, c'est évident que c'est un métier. Il y a tellement de mômes, il y a tellement même des gens qui considèrent que c'est un art, que c'est un métier. C'est comme être écrivain, c'est comme être peintre, c'est comme même... Je veux dire, c'était pas... Même les peintres et les écrivains n'étaient pas considérés jamais ce métier n'a suscité autant de vocations. C'est vrai. Des métiers. Tant mieux, parce que... Vraiment, beaucoup. Tant mieux, parce que quand même, quand on voit les injustices, par exemple, qu'il existe dans le sport,
où l'équipe suisse gagne et pas l'équipe de France. Non, ça c'est pas une injustice. S'ils ont gagné, c'est qu'ils étaient les plus forts. Mais par exemple, on voit que les joueurs de tennis sont milliardaires, je sais pas. Bon, et puis les joueurs de football, tout d'un coup des prix faramineux, et puis que pendant ce temps-là, ceux qui font du cyclisme ou du rugby ou de l'athlétisme, ils se défoncent autant et puis ils font ça à d'autres conditions. Bon, mais ils sont respectés maintenant, les sportifs, parce que tout le monde a compris que c'était un véritable métier d'être athlète. Les sportifs n'étaient pas considérés comme un métier non plus. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'avec la vie qui nous attend, avec les drames, que ce soit le sida, que ce soit Alors je mourrai en Suisse, moi. Oui, il me semble, ouais. tout ce qui peut se passer, et ben, quand on a la chance de faire ce métier, il faut s'y donner à fond. Ce que vous faites les uns et les autres. Alors, j'avais promis une surprise pour chacun. Il y a eu celle de Francis. On ne va pas laisser Johnny en reste. C'est une vieille histoire, Johnny. Moi je m'en vais. Non, non, non. Oh, Mais il fait un chantage éhonté depuis le début de l'émission. Ouais, non. Ouais, cardiaque. Quel chantage? De partir. Non, Moi j'ai rendez-vous reste. avec Bernard Grobert. Oui, alors. mais tu ne vas pas le manquer. Bon. Regarde bien. C'était il y a 20 ans. Claude Goretta, l'un de nos grands réalisateurs suisses, avait fait un portrait de toi. Je te propose d'en voir une séquence. Ouais, je les ai toutes. Exactement. Tu ressembles au mec d'ailleurs. C'est exactement ce que je lui ai dit de ça. Tu prendras l'avenir comme il te viendra. Si tu veux, il sera pour toi. Dans les froids moments de l'incertitude, il y a au plus profond de ta solitude et ce chien qui hurle au silence de la nuit. Ton cœur trop serré, envie d'exploser à la face d'un monde résigné. Tes yeux aveuglés par l'enfance trompée s'ouvriront sur la vérité. Ta génération en veut à la terre entière. Et le long des routes, il ne trouve que la misère. Mais tes doigts sont en or et sur ta guitare, tu joueras pour sortir du noir. Et devant les lumières de la célébrité, tu pourras faire briller le nom que ton père t'a donné. Ah, que ton père t'a donné. Que ton père t'a donné. 1967. 1967. C'était un très beau portrait qu'avait fait Goretta. Vous vous souvenez de ça, non? Pas Tu te souviens? Je ne sais plus où on en est. Là. Non, on se tutoie. Hein. Ouais. Ouais, loin. C'est loin. On te fera une cassette. Un jour là pour les souvenirs. Mais d'après ce que j'ai pu voir, ouais, ça se passait dans la salle de répétition de l'Olympia, à Paris. Ouais. On a demandé à Raymond Vouillabot, qui était assistant de Goretta à l'époque, si ça se passait vraiment là, je sais pas. Je pense, ce que c'est ouais. là. Bon. Alors maintenant, messieurs, bon, je sais que toi, tu prends des vacances. Ça, c'est sûr. Moi, je prends. Je sais même où, mais on va pas le dire. Moi, je prends 2 mois de vacances. Oui. Je ne veux pas parler de travail du tout pendant 2 mois, parce que là, je suis fatigué. Ça fait 2 ans que je n'ai pas pris de vacances et j'ai besoin de vacances. Alors, bonnes vacances. Le roman de Goodies, là, qui était un petit peu en projet avec Guy Marchand, ton copain Guy Marchand, qu'on a oublié de citer comme carrière au cinéma aussi. Bien sûr, Guy Marchand est Superbe. en plus, est un acteur
que je considère formidable. C'est vrai. Pour moi, il fait partie des très très bons acteurs français. Pour l'instant, non, je ne fais rien. Pour l'instant. Francis, c'est Richard III, Isabelle aussi. Donc la première est quand? La première de Richard III, c'est le 2 mars au Théâtre du Rond-Point. Bon, déjà, j'y serai. Oui. Donc déjà, je ne serai pas en vacances. Je me faufilerai aussi derrière un petit strapontin pour voir une répétition quand même. Ça ne doit pas être... On peut? Mais bien sûr. Ouais, ça va être formidable. Merci à tous les trois, là. Merci. Ce n'est qu'un au revoir. Francis, tout de même, on va bien vous trouver un appartement en Suisse. Vous n'allez pas continuer de vivre. Non, mais il y a une comme ça. chambre chez moi, hein, quand Ah il ouais. veut. D'abord, il me fera travailler la comédie comme ça sera très bien. Il est chauffé au moins ce théâtre, cette loge, oui? Oui, bien Parce sûr. que par moins il est 15. chauffé. Hein. Puis demain aussi, ça va chauffer. Qu'est-ce que c'est demain sur les pistes? C'est quoi? Demain, c'est le géant ou c'est le spécial? les dames doivent C'est les être dames. Les dames doivent être en Ah, piste, oui, oui. d'accord. Oui. Vous êtes passionné, hein? Bah Johnny oui, va mais- skier aussi, oui. Moi, je skie, oui. Oui, bah préparez-vous pour Albertville, hein, mes enfants. Là, il y a intérêt à mettre le paquet. Hein. Bon, sans vouloir vous faire de la peine. Alors, je voudrais signaler, il y a beaucoup d'efforts qui se font ici dans les petites villes. Vous savez, vous signaliez, Francis, combien c'était important que les gens sortent, aillent au spectacle, etc. Une animation cinématographique se fait dans plusieurs villes de Suisse romande, et notamment à Martigny, au Casino. Cinéma, où au Cinéma Pointu, on présente plusieurs films, et 2 films par soirée, ce qui est important. Alors, on peut... la première projection est à 19h30, et la seconde projection est à 22h. Alors, il y a une formule d'abonnement. On peut avoir 4 soirées, donc 8 films pour 50 francs. Ça, c'est formidable. Donc, c'est au cinéma, au Casino, à Martigny. Voilà. On va se quitter la semaine prochaine, spécial cinéma. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Dans ces altitudes, moi je On revient? Non, oui, ah bah oui, non. Hein? Ah ben la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Boujna qui vient. C'est le millionnaire du Couffin. Il sera accompagné de son camarade Anconina et il sera surveillé par le maître d'œuvre Gérard Houry. Et de quoi allons-nous parler, je vous le demande? De leur film. Eh ben d'un cinéma, de Lévi des Goliaths. Et quel film allons-nous passer, Gérard Houry? Attention, Cornio. top chrono. Non, quand même. on l'a alors, passé Rabbi 20 fois. Jacob. Non, on l'a passé. Ah bon, Lequel? alors... Ah bah alors. La folie des grandeurs. Non, non. Oh là La là. Carapate. La caro. La Carapate. Ah bah voilà. Et puis quand même, pour tous ceux qui vont regretter peut-être pendant quelque temps de ne pas voir Johnny, voici Johnny, mais cette fois-ci, version 87. Merci d'être resté en notre compagnie pour vous distraire et vous informer. Merci à nos invités. Bonsoir.